bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce nouveau rendez-vous autour de notre campagne Résistons pour nos libertés, ensemble contre la haine et l'exclusion, organisée par la régionale Picardie laïque. Alors, voilà, vous connaissez un petit peu la formule. C'est vrai que, vu les circonstances et malheureusement ce qui nous arrive depuis le début de l'année 2020, on est un peu obligé d'adapter nos activités et nos moments de réflexion, de débat, d'échange sur des questions essentielles. Et là, voilà, on a adapté un petit peu la formule avec une forme de débat sous forme de vidéoconférence, mais je pense que la qualité ne sera pas moindre que du contraire, notamment avec nos deux invités du jour, que je remercie déjà, Pierre Verjans, qui est politologue à l'Université de Liège, et Philippe Tomczyk, qui est chargé de projet au territoire de la mémoire. Alors, la question la thématique d'aujourd'hui qu'on voulait aborder, finalement, et elle est constitutive et on va pouvoir évidemment l'aborder en filigrane de ce qui se passe aussi avec la séquence, le momentum du Covid. C'est la question de la haine qui finalement, au départ, est abordée souvent dans les discours de l'extrême droite ou de la droite radicale, la haine de l'autre, hein, qui s'impose vraiment dans le débat politique, mais aussi finalement cette imposition du débat et des thématiques qui est voulue par l'extrême droite, et finalement ce positionnement que les partis démocratiques doivent avoir par rapport à ces thématiques imposées, ce qui fait qu'à un moment donné, on va questionner aujourd'hui, ce soir, avec nos deux invités du jour, comment se fait-il que les partis démocratiques acceptent ou empruntent finalement les thèmes imposés par l'extrême droite. Alors, est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que tout simplement c'est une obligation pour eux de ne pas se dérober par rapport à ces questions-là? On va l'aborder. On le voit aussi avec la séquence du Covid que finalement il y a une espèce d'amalgame qui est en train de se créer aussi entre les conspirationnistes, les libertariens, l'extrême droite. On a vu des manifestations en Allemagne, on le voit aussi avec la séquence anti-masque. Et donc finalement sur les réseaux sociaux, mais dans l'espace public, on voit aussi que ces thématiques de banalisation de la haine et du rejet de l'autre sont aussi assez prégnantes. Et donc, au-delà du fait même de l'action politique et du débat politique, on voit aussi que dans la société en général, dans le corps social en général, il y a aussi ces thématiques qui s'imposent. Et là, comment démocratiquement on peut répondre? Et je crois que, évidemment, nos deux invités du jour seront bien armés de façon réflexive et analytique pour pouvoir vous répondre. En tout cas, on va démarrer cette question et ce thème avec toi, Pierre, et sur justement cette question de la porosité possible, ou en tout cas à l'œuvre dans certains partis démocratiques. On ne pourrait pas dire que tous en sont victimes, mais en tout cas, il y a une certaine forme de porosité sur ces thématiques imposées par l'extrême droite depuis maintenant des années, hein, sur la question de l'ultra-sécurité, vraiment du raidissement et du durcissement de certaines thématiques. Et donc, bien sûr, comme je le disais en filigrane, il ne s'agit pas de se dérober pour les partis démocratiques de répondre à ces questions, mais finalement, est-ce que ça ne pollue pas l'ensemble des débats démocratiques au risque de ne pas parler des choses essentielles? Alors, d'une part, je dirais il faudrait peut-être relativiser, hein, parce que bon, tu dis il y a une porosité. En même temps, les partis d'extrême droite ont aussi été obligés de reculer sur certaines de leurs positions. Je dirais, je me souviens quand j'étais jeune, hein, on allait avec des amis italiens dans certains cafés où il y avait une affiche interdit aux chiens et aux Italiens. Et donc, on allait avec des amis syndiqués, en fait, hein, des Italiens syndiqués, évidemment. Et donc, on allait là et on s'asseyait en disant vous allez servir tout le monde, y compris les Italiens. Et donc, je dirais, ça veut dire que il y a quelque chose dans le racisme qui a reculé. Donc, c'était très fort à ce moment-là vis-à-vis des Italiens. Maintenant, c'est plus vis-à-vis des Italiens, c'est vis-à-vis des gens non de l'Union européenne, c'est vis-à-vis des réfugiés, etc. Donc, je veux dire, il ne faut pas croire non plus que c'est seulement l'extrême droite qui gagne. Quoi. Je veux dire, il y a des éléments de porosité, c'est vrai,
il y a le ton du débat que tu qualifies de haine, qui est fort présent. On sent beaucoup d'acrimonie chez beaucoup de gens, mais en même temps, quand tu évoques les débats ou les manifestations contre le masque, des choses comme ça, il y a des gens là-dedans qui sont, comme tu disais, des libertariens, qui n'ont aucune envie de se mettre avec des racistes, mais qui peut-être ont comme eux, la même peur que les dirigeants abusent de leur pouvoir. Nous connaissons des gens qui sont des défenseurs de la liberté d'opinion et qui pensent que l'état de droit est en danger à l'heure actuelle avec toutes les mesures qui sont prises par rapport au Covid. Alors, je dirais, donc il ne faut pas faire comme s'il y avait un amalgame et vraiment une coalition. Il y a effectivement des éléments de porosité, ça c'est vrai. Le ton de la haine, qui, surtout dans les réseaux sociaux, est évidemment très fort. Et parce que là, très vite dans un réseau social, les gens qui expriment une peur en viennent à parler sur un ton de haine de celui dont ils ont peur. Donc, et là, très vite, je dirais, ça s'enflamme, voilà, et donc ça devient insupportable. Et donc, moi, je pense qu'il y a, c'est vrai, une porosité à certains moments sur la migration, sur l'accueil des réfugiés. Mais sur l'accueil des réfugiés, il ne faut pas oublier non plus qu'en 1951, quand la Belgique adopte la loi de la Convention de Genève, je dirais légitimement la Convention de Genève d'accueil des réfugiés en Belgique, mais c'est une loi qui est d'abord une loi anticommuniste. C'est une loi qui est faite pour vider les pays communistes de leurs élites intellectuelles, pour dire aux avocats, aux médecins, aux ingénieurs des pays de l'Est, venez chez nous, vous serez bien accueillis. Et donc, je veux dire, c'était une lutte politique contre les pays communistes. Je veux dire, ce n'était pas un cadeau de gentillesse, ce n'était pas tout d'un coup que l'intelligentsia et le monde dominant en Europe occidentale étaient devenus généreux. Non, c'était un instrument de guerre contre Moscou. Et donc, je veux dire, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le fait que nos dirigeants auraient été gentils et bons à un moment donné et que maintenant ils le deviennent moins. Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui avaient un ton dur et sévère. Là, on peut prendre des paroles de ministres dans les années 60, 70, 80, qui étaient des paroles absolument étonnantes. Pour que la loi Moureau, votée seulement en 80, qui interdit l'incitation à la haine et donc le racisme, pour que la loi Moureau soit appliquée réellement, il faut attendre 2004. Je me souviens au cours d'un procès début des années 90 où un juge disait oui, bien entendu, il y a un procès contre un parti d'extrême droite parce qu'il avait fait des caricatures racistes. Il dit oui, mais enfin en campagne électorale, l'exagération est un peu normale et donc et le juge avait considéré qu'il n'y avait pas une faute de la part de l'extrême droite sur ce plan-là. C'est quand même assez impressionnant, je dirais, donc de voir que il y a des points sur lesquels l'extrême droite a dû reculer, il y a des points sur lesquels, effectivement, son ton, je pense surtout, a touché beaucoup de gens. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est surtout le ton maintenant des débats, qui en fait ne sont plus des débats, mais qui sont des récitations de monologues fermés les uns aux autres. Une espèce d'invective et espèce de leitmotiv qui revient et qui finalement simplifie le débat. Et donc, c'est très difficile pour les démocrates d'essayer de donner réponse avec des argumentaires face justement à ce flux et cette porosité. Alors, quelque part, tu viens de l'évoquer, donc on vise maintenant évidemment dans les discours contemporains la question de la migration, mais on pourrait parler aussi évidemment de l'opprobre qu'on peut lancer sur les chômeurs ou sur les allocataires sociaux. Donc il y a toujours évidemment l'autre qui ne fait pas comme nous, qui n'est pas comme nous, qui pose problème, avec évidemment tous les simplismes que ça englobe. Et donc, cette question pédagogique au territoire de la mémoire, Philippe, vous êtes vraiment en première ligne pour travailler dessus. Est-ce que
par rapport à, justement à cette banalisation qu'on entend, qu'on voit, qu'on observe sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la société en général, dans le champ des discussions à bâton rompu, quelquefois même dans les familles, j'ai envie de dire, comment pédagogiquement vous appréhendez finalement cette banalisation de la haine, ou en tout cas des propos assez durs sur l'autre et sur les personnes étrangères, par exemple? Alors, dans un premier temps, je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il faut toujours dialoguer, hein. Nous, la plupart du temps, on rencontre avant tout des gens qui ont leur lot de problèmes. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphane, moi je travaille au service projet, donc on organise régulièrement des stands, hein, des stands simplement pour aller à la rencontre du citoyen, entendre ses préoccupations, entendre ses remarques, et en essayant un maximum de fois de prendre finalement tout ce qu'ils ont à nous apporter pour essayer aussi de le relayer auprès des politiques. Euh, Avant toute chose, c'est aussi important de dire que ce sont de vrais problèmes pour les personnes. Donc, il ne faut pas chercher d'emblée à leur couper l'herbe sous le pied au moment où ils commencent à aller dans ce genre d'idées ou de débats. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est de les faire parler, de les faire s'exprimer. Et à partir de là, ben, leur apporter des éléments aussi pour pas leur faire changer, mais en tout cas leur faire prendre conscience que l'intégralité des éléments qu'ils évoquent ne sont pas toujours corrects. Quand on parle, par exemple, de chiffres, hein, c'est tout simple. Bon, je ne suis pas là pour faire un comparatif entre les chiffres qui me sont donnés et les véritables chiffres, mais beaucoup de personnes, et justement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce sont, pour revenir finalement à un peu un peu l'ADN des territoires. Ce sont des personnes généralement qui sont plutôt marginalisées dans la société, qui tiennent les propos les plus durs, ou même des personnes qui sont issues de migration, hein, aussi. Donc c'est ça qui est relativement... Voilà, tout à fait, oui, qui sont même des deuxième ou des troisième générations, qui se sont intégrées, mais qui, voilà, dans les critères purs et durs, en tout cas de l'extrême droite, pourraient être ces personnes justement à cibler. Et ces personnes tiennent des propos qui sont par moments complètement à côté de la plaque. Et notre rôle avant tout, ben, c'est leur donner les bons chiffres. Donc, méthodologiquement, comment est-ce qu'on fonctionne? Ben, par exemple, ce qui a très, très bien fonctionné, c'était une petite appli sur tablette, un petit quiz, qui consistait finalement un petit peu à démonter leurs préjugés, leur représentation mentale par rapport ne serait-ce au classement migratoire en Belgique. Donc c'est vrai on a cette fameuse tendance à croire finalement qu'on est envahi, hein. Donc c'est souvent ce qui revient, qu'on est envahi, qu'on nous vole notre travail, qu'on arrive en Belgique et que la Belgique est assez bête pour donner de l'argent directement aux personnes. Mais c'est des problèmes qui sont bien plus complexes que cela. Donc, effectivement, ce sont des questions à se poser. Mais après, il faut avoir les bons chiffres derrière. Il faut avoir l'ensemble des éléments aussi pour pouvoir prendre une position. Donc, l'idée est par le dialogue, parce que si on les prend de front, ça fait l'effet contraire, ils se braquent. Euh, on en vient finalement à une confrontation stérile qui ne fera pas avancer les choses. Et on leur apporte des éléments petit à petit pour les amener à réfléchir et aller plus loin justement dans les réflexions, en essayant qu'ils prennent conscience par eux-mêmes finalement, parce que c'est vraiment ça le but, que tout ce qu'ils avancent n'est pas correct. Donc parfois on y arrive. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, c'est comme finalement accueillir la colère des gens, une forme de colère, et revenir sur ce que Léopold Sédar Senghor disait. Finalement, le raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Et donc, par ce biais-là, par l'accueil d'une parole, d'un vécu, et on l'a vu évidemment dans la montée du Front National, enfin maintenant du Rassemblement National en France, dans certaines régions au passé industriel qu'on pourrait communément faire un comparatif avec la Wallonie. Finalement, la Wallonie, on va en venir à la deuxième question, la Wallonie est pour le moment, en tout cas, épargnée par une montée de partis extrémistes, en tout cas de partis similaires au Front National ou au Rassemblement National. Mais donc, c'est intéressant ce que tu dis pédagogiquement. D'abord, c'est
recevoir et puis déconstruire les fantasmes, c'est ça, hein? En tout cas, les représentations mentales. Ok. Mais, merci beaucoup, Philippe. Et donc, ben, engageons peut-être maintenant le prisme plus politique et on le voit avec ce qui se passe malheureusement au nord du pays et les projections en termes de sondage assez inquiétantes. La montée du Vlaams Belang qu'on pensait avoir été siphonné il y a quelques années par la NVA qui avait eu un effet de basculement, en tout cas de vase communicant entre une partie de l'électorat du Vlaams Blok de l'époque et début du Vlaams Belang qui s'est un peu tassé et au profit de la montée de la NVA, donc toujours dans une vision nationaliste, mais peut-être un peu moins xénophobe. En tout cas, bon, peut-être que certains de la NVA ont eu des propos, on pense à Theo Franken ou autres, mais c'était plutôt des individualités au sein de la NVA qui avaient des propos un peu clivants et un peu populistes. Mais par contre, je pense qu'on ne peut pas considérer la NVA vraiment comme un parti d'extrême droite. Enfin, ça, vous aurez l'occasion aussi d'y revenir. Mais donc, maintenant, c'est l'effet inverse. Donc, on revient finalement à un parti, malheureusement, j'ai envie de dire, l'électorat flamand plus radical, plus à droite ou d'extrême droite, vont vers finalement les originaux et plus la pâle copie. C'est un peu ça. Et donc, finalement, ça questionne aussi la limite. On l'a vu dans les récentes élections, on a tout de suite entendu, Pierre, des responsables politiques flamands qui ont osé dire maintenant le cordon sanitaire n'est peut-être plus envisageable de la même manière. Et donc, 30 ans de cordon sanitaire par rapport au Vlaams Blok et à ces dimanches noirs qu'on a connus dans le passé, est-ce que finalement ces dimanches noirs vont vraiment se concrétiser, à ton avis? Ben, ce qui est clair, c'est que, donc, puisque tu rappelles les dernières élections, celles de 2019, après les élections de 2019, la NVA a décidé de discuter avec le Vlaams Belang maintenant. Donc, hein, et donc, il y a eu 2 mois de négociations où la posture à la télévision flamande de Bart de Wever consistait à dire nous avons les 2 plus gros partis flamands, ce qui était vrai en termes numériques évidemment, et nous allons faire un programme de gouvernement et les autres partis doivent venir se joindre à nous. Et c'est tous les autres partis flamands, donc les partis de gauche, mais aussi les partis de la droite socio-économique, hein, l'Open VLD ou de la droite chrétienne, le CDNV, qui ont dit non. Parce que pour nous, il y a un cordon sanitaire, le Vlaams Belang n'est pas un parti comme un autre, c'est un parti raciste et d'extrême droite. Ils n'ont jamais dit ça directement de la NVA en tant que tel, hein, tu as raison, il y a déjà là une grosse différence de la part des partis flamands. Hein. Il ne faut pas oublier non plus le SPA, donc le Parti socialiste flamand, fait alliance avec la NVA à Anvers pour le moment, hein, depuis les élections communales de 2018. Et donc, c'est vrai que les autres partis flamands ont dû rappeler à la NVA, mais ce n'est pas vrai. On ne va pas faire un gouvernement avec eux. Nous sommes dans une logique de cordon sanitaire. Pour nous, c'est impossible. Mais la NVA a essayé pendant 2 mois, ils ont essayé d'une façon systématique, et ce n'est qu'après 2 mois qu'ils ont commencé à négocier avec les autres partis pour arriver d'ailleurs à un programme très marqué à droite, effectivement, mais très marqué à droite, c'est-à-dire que là, à l'intérieur de la NVA, vu les résultats des élections communale et provinciale d'octobre 2018 et régionale européenne et fédérale de mai 2019, la droite de la NVA a gagné sur ceux qui étaient un tout petit peu à gauche. Je pense notamment des gens comme Jan Peumans, hein, qui était beaucoup moins, enfin, c'est pas quelqu'un d'extrême droite du tout de Jan Peumans, alors que pour Theo Franken, on peut vraiment se poser la question. Eh bien, donc, la droite de la NVA a gagné encore plus à l'intérieur de la NVA, et donc effectivement, là, il y a vraiment une particularité, je dirais, c'est que il y a eu un bloc de la part des autres partis démocratiques flamands qui a empêché la NVA de réaliser ça. Alors du côté francophone, tu l'as dit, hein, on a la chance d'être épargné par ça. Je crois que c'est lié en partie à la question communautaire. C'est-à-dire qu'il y a eu en Wallonie et à Bruxelles un parti d'extrême droite avant la Deuxième Guerre mondiale, Rex, qui est un parti qui avait obtenu vraiment beaucoup d'élus. Il a eu 12 élus dans un parlement, et donc c'était énorme pour la première fois où il se présentait au suffrage universel.
et presque tous en Belgique francophone. Donc c'était vraiment un raz-de-marée, en fait, Rex. Et donc il ne faut pas croire que l'extrême droite n'arrive pas en Belgique francophone. Elle est arrivée à un moment donné. Je pense que ce qui fait que maintenant ça marche moins bien, c'est qu'il y a moins d'identité. À cette époque-là, en 1936, il y avait encore des gens qui croyaient qu'on était belge et que ça signifiait quelque chose de fort politiquement. Maintenant, du côté francophone, se dire belge, c'est une sorte de faiblesse politique. Je veux dire, personne ne va dire on va construire la Belgique contre qui d'ailleurs, enfin bon, etc. Il y a bien des gens qui ont de la nostalgie de la Belgique, ça oui, tout le temps, hein, y compris dans les hommes politiques, des gens qui disent qu'ils vont refédéraliser les compétences, alors qu'il n'y a aucun parti dominant en Flandre qui va accepter de voter ça. Il n'y a que l'Open VLD qui parfois dit qu'il faut refédéraliser certaines compétences, et chaque fois qu'un homme politique dit ça, il perd des voix aux élections suivantes. Donc c'est les autres de l'Open VLD qui reprennent du poil de la bête. Donc je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est clair qu'on ne va pas vers un système qui va refédéraliser les compétences, ça c'est inimaginable. Et c'est vrai qu'être francophone, ben, c'est être forcément, je dirais, du côté des minoritaires en Belgique. Et donc, ça fait que l'extrême droite ne sait pas facilement jouer avec ça, parce que l'extrême droite, pour qu'elle puisse se développer, elle a besoin d'avoir une identité simple, facile, identifiable pour tout le monde. Quand on est en Hongrie, on dit vive la Hongrie et tous les Hongrois frémissent. Ils savent de quoi ils parlent. Même s'il y a du flou sur la frontière, est-ce qu'il faut aller bouffer la Transylvanie, etc. Mais si on dit vive la France, tous les Français vibrent. Et ils savent de quoi on parle. Si on dit vive la Flandre, les Flamands savent de quoi on parle, même s'il y a du flou effectivement par moment, mais notamment sur les Flamands de Bruxelles. Et si on dit en Wallonie vive la Wallonie, ben les Bruxellois, ça les fait rire. Si on dit vive Bruxelles, ben les Bruxellois disent de quoi est-ce que vous parlez. Enfin, si on dit vive la communauté française de Belgique, tout le monde est endormi avant la fin de la phrase, tellement ça ne veut rien dire pour les gens. Donc, je veux dire, c'est une identité qui n'est pas simple à construire. Donc, elle est plus subtile, je dirais, plus nuancée. Et donc, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure dans une de tes questions à Philippe, c'est en fait le problème du débat avec les partis d'extrême droite, c'est que eux, ils ont besoin de discours simplistes. Et comme disait Philippe, dès qu'on rentre dans un débat un peu nuancé, complexe, où on prend le temps, eh bien à ce moment-là, on peut décomposer leurs peurs, leurs angoisses. Dans ce cas-ci, l'identité, elle n'est pas très difficile à décomposer en Belgique, et en Belgique francophone, elle est décomposée à l'avance. Donc effectivement, c'est ça qui fait que la Belgique francophone est un peu épargnée. Oui, et donc tu as fait à plusieurs fois, tu as fait allusion évidemment à notre histoire finalement, au mouvement flamand, la constitution finalement d'une forme de radicalité identitaire plus marquée par l'histoire aussi, par peut-être les brimades répétées par la bourgeoisie aussi francophone de l'époque. Et finalement, du côté sud du pays, le mouvement wallon en tant que tel n'a pas pris cette forme plus identitaire, plus radicale, plus à droite. Elle s'est plutôt constituée avec finalement un mélange des cultures, alors avec, comme on le disait tout à l'heure, au départ, même l'immigration économique n'a pas toujours été facile pour les premiers arrivés chez nous, mais fondamentalement, le fait de travailler ensemble dans les usines, dans les mines et compagnie, a créé finalement une symbiose entre les cultures qui n'a peut-être pas marché de la même manière en Flandre. Ça veut dire aussi finalement, Philippe, que l'histoire, raconter l'histoire, avoir cette obligation mémorielle de comprendre comment les choses se sont déroulées pour voir aussi ce qui s'est passé de façon plus horrible avec évidemment la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme et autres, est constitutif finalement aussi d'une barrière notamment qui devrait empêcher les partis xénophobes chez nous et ailleurs de monter. Pourtant, on voit que ça revient et surtout chez les plus jeunes. En Flandre, on a vu que l'électorat du Vlaams Belang, avec Skinnenvrienden, Dries van Langenhoven et compagnie, ce sont des jeunes dans les universités, à l'université de Gand et compagnie. Donc finalement, même si on fait ce travail mémoriel, et vous le faites évidemment au territoire, ce n'est pas encore assez, ce n'est pas suffisant que pour dire de stopper finalement l'hémorragie de la montée ou de la recrudescence de l'extrême droite. Alors, avant toute chose, moi j'aimerais simplement revenir sur un point qu'on évoque depuis tout à l'heure. On parle de partis d'extrême droite. Donc effectivement,
en termes d'intention de vote et même de vote pour les partis d'extrême droite en Wallonie, ça représente presque rien. Par contre, nous, au niveau des territoires, on a une réflexion plutôt au niveau de leurs idées. Et là, on constate que depuis de nombreuses années, on a même tendance à dire que depuis que finalement l'extrême droite, à partir des années 2000, a commencé un petit peu à lisser son discours, ça a suscité un certain intérêt. Et on a l'impression que les partis dits traditionnels, justement, ont essayé d'aller aussi un peu chercher, d'aller piocher, d'aller rechercher cet électorat qui semblait partir vers ces partis plus extrêmes. Mais par contre, leurs idées, malheureusement, sont aussi parties vers ces partis traditionnels. Hein. Bon, il suffit de regarder l'actualité. On parlait des centres pour réfugiés, des visites domiciliaires. Il y a énormément d'exemples finalement de mesures qui ont été prises par des partis qui sont démocratiques aussi. Donc, c'est important de le rappeler. Donc, au niveau des territoires, on ne s'attaque pas à des partis. Donc là, c'est important de le dire. On s'attaque à des idées liberticides qui, elles, malheureusement, percolent partout. Et quand je parlais tout à l'heure des citoyens qui viennent avec ces idées-là, on a des citoyens qui votent à droite, qui votent à gauche, qui votent au centre et qui pourtant, quand ils viennent nous trouver, ont ces idées qui sont totalement abjectes. Après, voilà, c'est là-dessus finalement qu'il faut travailler. Et tous les outils qu'on a développés, finalement, on essaye de les mettre à la disposition des pouvoirs publics. Donc, le réseau territoire de mémoire, on n'en a pas encore parlé, mais voilà, en Belgique francophone, on a quelque chose qui n'existe malheureusement pas au nord du pays. On a ce cordon sanitaire éducatif qui a été mis en place par les territoires de la mémoire. L'idée est vraiment de fournir donc aux communes, donc à leurs services, des outils, une expertise, mais aussi du renfort méthodologique pour les aider à structurer une action à l'échelle locale. Donc là, c'est un petit peu ça. Donc c'est le réseau territoire de mémoire. Donc actuellement, on voit quand même que ça a bien évolué parce que on a commencé avec 3 communes, je vais dire, dans les années 2000, donc 3 communes qui soutenaient finalement l'association. Et actuellement, on a 212 communes, 5 provinces et le Parlement de Wallonie qui sont partie prenante. Donc on voit qu'au niveau de la Wallonie, quand même, cela reste un sujet qui intéresse en tout cas. Et bon, c'est vrai qu'actuellement, avec la crise Covid, il y a effectivement d'autres priorités. Après, on voit que ça reste quand même des sujets qui sont fortement d'actualité. Donc quand je parlais aussi tout à l'heure de transmettre cette parole qu'on collecte, cette parole des citoyens aux politiques, ça en fait partie via ce réseau. Ça nous permet aussi de faire prendre conscience aussi des fois du décrochage qu'il peut y avoir entre ce fonctionnement partisan ou ce fonctionnement, cette démocratie représentative qui n'est plus toujours en adéquation aussi avec, en tout cas avec le ressenti des personnes quand on parle avec elles. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des mouvements comme, bon, on a vu rien que les gilets jaunes, par exemple. Voilà, c'est une expression finalement citoyenne, une expression du peuple, du fait qu'ils ne se retrouvent plus finalement dans la société d'aujourd'hui et ils se sentent en décrochage par rapport aux choix politiques qui sont pris par rapport à notre société. Et c'est très important, je pense, pour le politique de prendre conscience qu'il faut raccrocher à un moment donné le wagon pour que notre société puisse continuer à rouler sur des rails qui ne sont pas liberticides. C'est intéressant parce que tu évoques aussi la perte de confiance finalement d'une partie assez conséquente de la population envers la démocratie délégataire, la démocratie représentative. On parle rarement, mais peut-être que Pierre pourra l'évoquer juste après, on parle rarement, peut-être pas assez finalement de l'abstentionnisme quand on regarde un peu souvent les résultats électoraux
le dimanche soir, quel que soit d'ailleurs le scrutin, on l'évoque, mais on ne l'analyse pas toujours de façon assez précise. Et finalement, c'est une expression aussi démocratique de dire je ne me retrouve plus dans l'offre. Et alors, la question, comme tu venais de la mettre en exergue, la question de la vigilance démocratique et de dire aux partis démocratiques, attention, quand vous ouvrez un centre fermé et qu'on enferme des enfants, finalement, l'extrême droite a quelque part gagné aussi, parce que ce n'est pas elle qui est à la manœuvre, mais finalement, ce qu'elle aurait pu faire, vous le faites. Et donc, c'est aussi, à un moment donné, de rester alerte par rapport justement à des glissements. On revient à la question de la porosité sur les actions concrètes. Alors, peut-être une dernière question, mais j'ai envie de dire, libre à vous aussi d'évoquer des choses qu'on n'a peut-être pas eu encore l'occasion d'évoquer jusqu'à présent. On le voit évidemment avec le Covid, la question du bouc émissaire peut ressurgir à n'importe quel moment. Et donc, face à peut-être une perte de liberté, à une perte de pouvoir d'achat, c'est toujours évidemment les questions sociales qui font monter aussi à un moment donné l'extrémisme, hein, parce qu'on sent qu'on perd des choses, on est peut-être un peu en panique, en angoisse par rapport au futur. Et donc, on entend évidemment les indicateurs économiques qui sont vraiment pas au beau fixe. Et donc, ça peut évidemment faire germer et ça peut susciter, en tout cas, une relation anxiogène avec ce qui va arriver au niveau politique. Et donc, trouver le bouc émissaire facile, ça sera toujours de la faute de l'autre. C'est plus facile à l'expliquer à la population que d'analyser de façon plus factuelle ce qui se passe sur le plan économique. Et la crise du Covid, malheureusement, Pierre, ne risque pas de diminuer cette menace. Elle pourrait en tout cas l'enclencher et les partis extrémistes vont évidemment rebondir là-dessus. On a déjà entendu, on a toujours mis en balance que Bart de Wever n'était pas représentant d'un parti extrémiste, mais il a déjà dit pas question d'un nouveau confinement. Et donc, évidemment, il va y avoir une surenchère autour de toutes ces questions, confinement, pas confinement, et la faute à qui. Et on va plutôt finalement facilement viser, encore une fois, les plus vulnérables. Oui. Et c'est vrai qu'à Anvers, quand il y a eu ce pic-là, il y a quelques semaines, hein, à Anvers, avant ce qui se passe maintenant dans l'ensemble du pays, il y avait déjà une identification par certains de certains quartiers. Alors tu mets certains quartiers entre guillemets et tu mets ça dans le discours d'exclusion classique. Et donc effectivement, des gens disaient mais oui, certaines communautés ne respectent pas les règles quand ils sont entre eux, etc. Et donc ça facilite la propagation du virus. Et donc il y avait déjà une logique de bouc émissaire telle que tu la pointes. Et effectivement, ça peut revenir maintenant dans le discours de Bart de Wever vis-à-vis des Wallons, enfin dans son discours, enfin, il y a toujours un discours aussi de récrimination. Donc, on s'est moqué de moi à l'époque où il y avait une pointe à Anvers, et puis maintenant on voit que j'avais raison de dire que ça allait arriver en Wallonie et que maintenant c'est encore bien pire que ce qui est arrivé en Flandre. Voilà, donc je dirais, il y a tous ces discours-là d'exclusion mutuelle risquent de se reproduire. Évidemment, ce n'est pas nécessairement les discours classiques. Hein, les discours classiques reviennent par le biais d'autres événements tragiques aussi. Hein, on pense à la décapitation, puisqu'on est en train d'enregistrer juste après les cérémonies de deuil en France de la décapitation d'un prof par je dirais un salafiste fou, tout simplement. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, c'est l'exclusion par le biais du Covid. On a entendu quand même Trump à un moment donné parler de virus chinois, laissant entendre que peut-être c'était un machin fabriqué par les Chinois eux-mêmes ayant dit oui, mais c'est quand même un laboratoire qui a été construit en collaboration avec la France, c'est peut-être les Français qui ont fabriqué ça, etc. Et donc on entend qu'il y a eu des logiques de bouc émissaire qui sont prêts à naître, mais ces logiques-là, jusque maintenant, elles n'ont pas dominé, je dirais. Voilà. Ce qui me fait craindre effectivement le pire, c'est ce que tu évoques, c'est-à-dire l'avenir, parce que là, la récession économique elle est terrible, il y a déjà plein de gens qui sont au chômage, elle va continuer, ça va être très difficile de récupérer tout ce qu'on a perdu, parce qu'effectivement c'est une partie du tissu économique qui s'est effondré. On ne se rend peut-être pas bien compte maintenant de l'ampleur de la crise et de la vitesse à laquelle cette crise a fonctionné, mais effectivement c'est un véritable drame.
et à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont pointer des pseudo-responsables, et ça, ce sera dans les mois ou les années à venir qu'on verra, qu'on dira, ben, il ne faut peut-être pas tenir compte de tout le monde, etc., mais peut-être que les barrières d'exclusion ne seront pas les mêmes qu'avant. Et tu penses que ça peut vraiment jouer électoralement par rapport justement à… Bon, il y a le contexte socio-économique qui va immanquablement être pointé. On est tout près hein, de 2024, c'est encore assez rapide. Hein. Je pense que la séquence du Covid, on est seulement dedans. Et donc, à mon avis, avant fin 2021, on ne sera pas réellement sorti de cet épisode. Et il faudra après reconstruire et faire des choix politiques. Est-ce que ça peut être constitutif vraiment d'une débandade électorale en 2024 qu'on pressent hein? Voilà. Alors le problème, c'est ça, c'est que ça risque d'être le fruit, ça risque de porter comme fruit une débandade électorale, c'est-à-dire il y aura une fragmentation encore plus forte. Dans les sondages qu'on a maintenant sur les différents pays d'Europe, les dirigeants qui ont pris les mesures sont considérés comme pas suffisamment compétents. Soit qu'ils ont pris des mesures trop dures, soit on dit qu'ils ont pris des mesures trop molles. Donc, de toute façon, on les critique. Ce qui est normal, je veux dire, parce que ils ont dû gérer en improvisant une situation impossible à organiser. Et donc, c'est démocratique de les critiquer, je veux dire. mais ils risquent effectivement tous d'être sanctionnés sans qu'on sache bien qui pourrait tenir un discours de crédibilité en face d'eux. Parce que, je dirais, on ne voit pas ce que les autres auraient fait, donc ceux qui ne sont pas au pouvoir. Et d'ailleurs, enfin, là, donc, là, je pense effectivement qu'on voit que Macron est en train de perdre dans les sondages d'opinion en France. Trump, dans les sondages, est en train de perdre, mais on sait que les sondages aux États-Unis en 2016, enfin, il donnait Hillary Clinton gagnante, et c'est elle qui a gagné en termes de nombre de voix d'électeurs, mais c'est pas elle qui a gagné en termes de nombre de grands électeurs. On pourrait expliquer ça une autre fois si tu veux. Mais donc effectivement, ça veut dire que le fait que les dirigeants soient critiqués, ça risque effectivement de déstabiliser encore plus un système. Et tu as raison, et ça vaut la peine aussi d'en parler, de dire que le système représentatif est considéré comme un système en crise, plus encore maintenant qu'il y a quelques années. Voilà, donc malheureusement, j'ai envie de dire, constat peut-être pas extrêmement sombre, en tout cas inquiétant, de voir que la démocratie est friable et elle peut être attaquée de toutes parts. Et peut-être pour revenir… Oui, mais en même temps, j'ai envie quand tu dis ça, avant, je sais bien que tu veux interroger Philippe, hein. Je veux juste dire, la démocratie est friable, c'est aussi sa qualité. Ce n'est pas un machin qui est là une fois pour toutes. Ce n'est que notre volonté à tous qui la reconstruit à chaque étape. Maintenant, je me tais. Oui, lui redonner vigueur et peut-être aussi en se réengageant pour elle. Par exemple, on l'a vu, c'est peut-être pas le débat du jour, mais la préservation de la sécurité sociale qui a quand même été la barrière pour protéger quand même pendant cette séquence un peu tumultueuse du Covid. Peut-être, Philippe, alors revenir sur la question du bouc émissaire, Pierre l'a évoqué, on n'a pas encore entendu, en tout cas super ciblé, une communauté, un groupe social ou autre, mais ça risque d'arriver, comme souvent dans des séquences de crise économique, crise sociale, crise sanitaire, tout ça s'imbrique et donc directement on sent que les discours simplistes et populistes vont à un moment donné immanquablement pointer certains responsables et plus facilement les plus vénérables et ceux qui ne savent pas se défendre finalement. Et donc c'est ce vieux réflexe, ce vieux relent un peu putride de l'appel comment dire, à l'opprobre sur l'autre, sur celui qui est autre. Donc, ce bouc émissaire, c'est ce qui a fait finalement, c'est ce qui a été constitutif des montées de l'extrême droite, du fascisme, du nazisme. Et donc, ce combat-là, mémoriel, on le disait tout à l'heure, c'est aussi votre combat à travers tout ce que vous faites au niveau des territoires. Mais comment est-ce possible que ça revienne? Est-ce qu'il y a une recette finalement face à cet appel incessant du bouc émissaire? Je vais revenir avec la même réponse. Avant tout, c'est
de faire en sorte que les gens comprennent. Et ça, c'est le principal, que les gens comprennent, que les gens se posent des questions et que les gens réfléchissent. Donc ça reste toujours la priorité. Après, si je devais donner une recette, bon, j'aime pas trop recette, mais je dirais plutôt méthodologie. On utilise toujours le côté, les mécanismes, hein. Donc effectivement, quand on regarde tous les, ne serait-ce que tous les génocides, il y a à chaque fois certains mécanismes récurrents qui se reproduisent. Je ne vais pas dire que tous les génocides sont identiques, ce serait absolument faux, mais il y a toujours un- quelque chose qui est ambiant comme ça et qui se reproduit. Et ces mécanismes, finalement, c'est là-dessus qu'il faut éveiller finalement les gens. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Bon, on a une exposition à la Cité Miroir, donc, qui est plus jamais ça. Cette expo-là, en tant que telle, finalement, a un peu cette vocation-là. Donc, on voit sur base du génocide le plus connu et sur base de l'occupation et de la Seconde Guerre mondiale, on voit justement tout ce contexte, hein. Donc, sur fond de crise économique, on cherche un bouc émissaire, on met en place un pouvoir fort qui prend des mesures fortes, dont des mesures qu'on connaît tous bien. Donc voilà, l'idée, donc, bon, je reviens à cette fameuse méthodologie, c'est finalement c'est de faire du travail de mémoire. Donc l'idée de faire du travail de mémoire, ce n'est pas du devoir de mémoire où il y a cette obligation morale d'aller se rappeler ce qui a été fait, mais c'est finalement d'utiliser l'histoire et ce passé comme étant un outil, voilà, en tant que tel. Donc permettre, à travers cette approche historique, de comprendre les mécanismes et de pouvoir, du coup, les sortir de ce contexte pour pouvoir les comparer avec la situation actuelle, pour finalement en tirer les leçons pour demain. Donc, l'idée, il n'y a pas de recette magique, mais c'est surtout d'essayer de faire en sorte que les personnes qui passent par chez nous euh, aient une sorte de feu qui s'allume quand on est dans des situations dangereuses. Donc c'est un petit peu ça, je pense, le fondement, hein, de notre association, c'est de faire en sorte qu'au bout d'un moment, les personnes, quand elles ressortent de chez nous, sachent clairement, voilà, là, ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, on a vu ça là. Situation dangereuse, on va s'éveiller, on va essayer d'agir pour ne pas que cette dérive qui est possible se réalise. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on... Essayer de donner finalement des clés culturelles pour déconstruire la stigmatisation et les discriminations ambiantes. C'est un peu ça que vous faites au quotidien et vous faites un travail remarquable et on voulait vraiment te donner la parole aujourd'hui, Philippe, et merci à Pierre aussi de votre participation. Notre échange est malheureusement déjà clôturé, mais c'était très riche et on a évoqué évidemment la question politique, mais aussi la question pédagogique, hein, de vraiment être au plus près et finalement d'accueillir peut-être la colère. Hein, on peut retenir en tout cas dans ce que tu disais, Philippe, accueillir la colère et la déconstruire culturellement, pédagogiquement, pour qu'à un moment donné, on donne des clés de meilleure compréhension de ce qui se passe. Et c'est vrai que la société est de plus en plus complexe, elle va de plus en plus vite et quand on voit la twittosphère, les discours simplistes, rapides et l'argumentaire est quelquefois plus compliqué. En tout cas, un grand merci, bonne continuation à vous deux et à bientôt pour un autre rendez-vous. À Merci. bientôt, Stéphane. Merci, au revoir.